Pendant des siècles, le mythe du roi Arthur a hanté l'imagination des scientifiques et des historiens. Une figure éternelle, tissée entre le voile de la fiction et la promesse d'une réalité oubliée. Nul ne pouvait jurer de son existence, jusqu'à ce qu'un murmure, puis un cri, résonne dans les cercles académiques. Une découverte bouleversante, capable de réécrire l'histoire même de la Grande-Bretagne. Des experts et des chercheurs affirment avoir enfin mis la main sur les vestiges du légendaire roi Arthur, caché au plus profond d'une grotte énigmatique. Si les tests ADN viennent confirmer cette stupéfiante révélation, alors la légende la plus persistante de la Grande-Bretagne n'était pas qu'une fable, mais bien une vérité enfouie dans les profondeurs du temps. Plongeons ensemble dans ce mystère, là où la science rencontre le mythe. Tout a commencé comme la plupart des fouilles archéologiques, dans le silence, presque sans un souffle. Une équipe de l'université d'Exeter menait des relevés dans d'anciens systèmes de grottes près des confins des Brecon Beacons, au sud du pays de Galles. Leur objectif était modeste, presque banal. Étudier les schémas d'établissement et les coutumes funéraires du début du Moyen-Âge dans la région. La terre y est riche en histoire, mais personne n'attendait rien de plus que quelques fragments d'os dispersés, des tessons de poterie, peut-être une pièce romaine égarée. Mais ce qu'ils ont trouvé, dissimulé derrière un pan de mur effondré, au plus profond de l'une de ces grottes, pourrait bien bouleverser l'un des plus grands récits de l'histoire britannique. Derrière l'éboulement s'ouvrait une chambre naturelle, scellée, selon les estimations des archéologues, depuis plus de 1400 ans. À l'intérieur, une découverte a glacé le sang, une sépulture collective étrangement bien conservée. 12 squelettes humains, disposés en demi-cercle, leurs corps reposant aux côtés d'épées en fer, de lances et de fragments de boucliers. L'espace témoignait d'une planification méticuleuse, des lits de pierre surélevés pour les défunts, un foyer central depuis longtemps éteint, et des vestiges de ce qui semblait être des fourreaux ornés et de fines capes. Mais le véritable choc survint lorsqu'un chercheur aperçut la gravure sur une poignée d'épée. Une inscription latine, grossière, mais d'une clarté déconcertante, traduisible approximativement par « Arthurus Rex Kundam », le roi d'autrefois. L'équipe scientifique agit avec une célérité fébrile, scellant la grotte et faisant appel à des experts en anthropologie légale, en littérature médiévale et en métallurgie antique. La datation en carbone de plusieurs os et fragments de fourreux en bois plaça le site entre 480 et 520 après Jésus-Christ, pile au cœur de la période que certains historiens associent à la figure historique qui aurait inspiré le mythe d'Arthur. Une coïncidence rare déjà, mais les artefacts qui l'accompagnaient racontaient une histoire plus riche encore. Des objets cérémoniels en bronze et en argent, des armes aux motifs celtiques et romano-britanniques, et une armure cohérente avec celle d'un chef de guerre de haut rang. Parmi les découvertes, un objet en particulier a enflammé les débats. Un bouclier rond, trouvé près du squelette central, plus grand que les autres, et orné d'un emblème de dragon rouge. Ce détail a déclenché une controverse académique féroce. Le dragon rouge est un symbole depuis longtemps associé à la résistance galloise, puis plus tard au mythe arthurien lui-même. Certains y voient une simple coïncidence. D'autres, au contraire, y discernent la preuve la plus solide à ce jour. L'homme enterré au centre de cette grotte n'était pas un simple guerrier, mais une figure de statut légendaire, peut-être même Arthur en personne. Bien entendu, les scientifiques et les historiens abordent cette affirmation avec un scepticisme salutaire. La docteure Rachel Wynne, historienne médiéviste, membre de l'équipe, n'a pas tardé à tempérer l'enthousiasme de la presse. Il s'agit peut-être d'un puissant seigneur de guerre local dont l'histoire a inspiré des légendes plus tardives. Cela ne signifie pas que nous avons littéralement trouvé Camelot. Mais même elle a admis que la combinaison des preuves archéologiques et de l'alignement mythologique était choquante, sans précédent. Les tests ADN sont en cours pour déterminer les origines des squelettes. Les premiers indices suggèrent qu'ils étaient natifs de Grande-Bretagne, mais peut-être d'ascendance mixte, celtes et romains. L'analyse isotopique est utilisée pour tracer leur lieu de croissance et leur régime alimentaire. Pendant ce temps, les gravures sur les armes sont étudiées avec une minutie extrême pour vérifier leur âge et leur authenticité. Tout semble indiquer une sépulture d'une importance capitale, dissimulée dans une grotte isolée, peut-être pour la protéger des invaseurs saxons ou pour préserver l'héritage d'un chef tombé loin des mains ennemies. Puis il y a le mystère du secret qui entoure cette sépulture. Certains experts pensent que la grotte a intentionnellement été scellée pour en cacher l'emplacement aux ennemis, ou même pour accomplir une prophétie. Selon certaines versions de la légende arthurienne, Arthur n'était pas mort, mais endormi, attendant de revenir lorsque la Grande-Bretagne aurait le plus besoin de lui. Cette chambre scellée pourrait-elle refléter une croyance culturelle selon laquelle leur chef n'était pas vraiment parti? Saviez-vous que cette croyance était si profondément ancrée? Naturellement, la découverte a déclenché un intérêt public colossal et une controverse sans précédent.
Certains historiens insistent sur le fait que les preuves sont purement circonstancielles. D'autres avancent que si ce n'est pas Arthur, c'est quelqu'un d'une importance presque égale, une figure qui a mené pendant les années chaotiques après le retrait romain et autour de qui la légende aurait facilement pu se développer. Quoi qu'il en soit, cette trouvaille est déjà en train de changer la façon dont les chercheurs perçoivent les 5e et 6e siècles en Grande-Bretagne, une période souvent appelée les âges sombres en raison du manque de documents écrits. Pour l'instant, la grotte est sous haute protection pendant que les analyses se poursuivent. L'équipe prévoit de publier ses conclusions par étapes au cours de l'année à venir, mais a déjà rendu public des scans 3D de certains artefacts. Les musées préparent des expositions et les groupes culturels gallois saluent cette découverte comme un point de fierté national. Pour la première fois, la science et le récit semblent se rencontrer dans le silence sombre et humide d'une grotte oubliée. Et ce qu'ils sont en train de dévoiler pourrait être ce qui nous rapproche le plus de l'homme derrière le mythe. Alors, le roi Arthur était-il réel? A-t-il dirigé un groupe de guerriers d'élite qui ont résisté aux envahisseurs et sont ensuite devenus légendes? Les réponses sont encore à venir. Pour l'instant, il est temps de se souvenir de ce grand héros populaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines révélations sur cette quête historique. Le roi Arthur est l'une de ces figures légendaires qui ne semblent jamais se démoder. Son écho résonne dans les livres, les films, les séries télévisées et même les jeux vidéo. L'image d'un roi noble tirant une épée d'une pierre, régnant sur Camelot et menant les chevaliers de la table ronde dans des quêtes épiques est gravée dans la culture populaire. Mais quand on commence à creuser l'histoire derrière la légende, les choses deviennent assez étonnantes et assez déroutantes aussi. Certains pensent qu'il était une personne réelle, un chef de guerre qui a combattu les envahisseurs saxons au 5e ou 6e siècle. D'autres croient qu'il est principalement un mythe, une collection de différentes histoires et personnages fusionnés en un seul. Quoi qu'il en soit, le roi Arthur est devenu l'une des figures les plus emblématiques et fascinantes de tout le folklore. L'une des choses les plus captivantes de la légende arthurienne est à quel point elle a évolué au fil du temps. Les premières histoires ne mentionnent même pas certains éléments que nous associons à Arthur aujourd'hui. Par exemple, toute l'histoire de l'épée dans la pierre, cela n'est apparu que plus tard. Les premiers textes gallois décrivent Arthur davantage comme un guerrier héroïque que comme un roi en armure étincelante. Puis, au XIIe siècle, un écrivain nommé Geoffroy de Monmouth est apparu et a transformé Arthur en ce grand roi de Grande-Bretagne dans son livre Historia Regum Britanniae. C'est alors que la légende a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Des écrivains ultérieurs comme Chrétien de Troyes ont ajouté l'histoire d'amour de Lancelot et Guenièvre, la quête du Saint Graal et la figure magique de Merlin. Ces histoires sont devenues le fondement de ce que nous considérons comme la légende arthurienne aujourd'hui. Mais voilà le problème. Il n'y a pas beaucoup de preuves solides que le roi Arthur ait réellement existé. Il n'y a pas de registre officiel d'un roi Arthur régnant sur la Grande-Bretagne à l'époque où il était censé être en vie. La plupart des historiens pensent qu'il pourrait être basé sur une personne réelle, peut-être un chef romano-britannique qui a combattu les envahisseurs saxons après le départ des Romains de Grande-Bretagne. Au fil du temps, les histoires à son sujet se sont probablement mêlées de mythes, de folklore et même de symbolisme religieux. Ce n'est pas inhabituel quand il s'agit de figures légendaires. Pensez à la façon dont Robin des Bois est partie histoire, partie légende. Le roi Arthur est un peu pareil, il existe dans cette zone grise entre faits et fantasmes. Même s'ils n'étaient pas réels, les histoires de roi Arthur en disent long sur les personnes qui les ont racontées. Les légendes sont remplies d'idéaux comme le courage, la loyauté, la justice et le sacrifice, des valeurs qui étaient extrêmement importantes dans la société médiévale. Les chevaliers de la table ronde n'étaient pas seulement cool parce qu'ils partaient en quête, ils représentaient une sorte de confrérie où chacun avait une voix égale, du moins en théorie. Et puis, il y a toute l'histoire d'amour tragique entre Arthur, Guenièvre et Lancelot, qui ajoute toute cette couche de drame émotionnel qui rend les histoires plus humaines et réelles. L'idée qu'un même un grand roi puisse avoir le cœur brisé ou être trahi par ses proches est quelque chose qui résonne encore auprès des audiences aujourd'hui. Peu importe vraiment que le roi Arthur ait été un caractère réel ou juste une légende. Ce qui compte, c'est l'impact de son histoire sur la culture et la narration. Il a inspiré d'innombrables adaptations, des drames sérieux aux dessins animés, et chaque génération semble trouver quelque chose de nouveau dans son récit. Que ce soit la magie de Merlin, la romance de Camelot ou la quête éternelle de quelque chose de plus grand que nous, la légende arthurienne puise dans quelque chose de profond et d'intemporel. Ainsi, tant que les historiens peuvent encore débattre des faits, la plupart d'entre nous sont simplement heureux de maintenir la légende à vie, et peut-être au fond nous souhaitons tous pouvoir visiter Camelot une fois. Voyons ce que les détails techniques et l'histoire disent du roi presque réel. Le roi Arthur a été traditionnellement considéré comme une figure historique, imaginé originellement comme un chef de guerre britannique et au XIIe siècle comme un roi.
Mais même dans le Moyen-Âge, il y avait des doutes sur les parties les plus dramatiques de sa légende, comme sa prétendue longue vie et son retour prophétisé. Depuis le XVIIIe siècle, les chercheurs débattent de la question de savoir si Arthur a été jamais une personne réelle. Aujourd'hui, la plupart des historiens accordent que les détails de son histoire sont largement tirés de la mythologie galloise, du folklore anglais et de l'invention littéraire plus avancée, plutôt que de sources historiques respectables. Certains chercheurs ont tenté de situer Arthur dans l'histoire réelle, se référant souvent à deux textes médiévaux, l'Historia Brittona du IXe siècle et les Annales Cambria du Xe siècle. Ces sources le décrivent comme un chef romano-britannique qui a combattu les anglo-saxons à la fin du 5e ou du début du 6e siècle. L'Historia Brittona, souvent attribuée à un clerc gallois, émène des listes de 12 batailles qu'Arthur aurait menées, se terminant par la bataille de Badon, où il aurait tué 960 hommes à lui seul. Cependant, les chercheurs modernes remettent en question la fiabilité de ce récit. Les découvertes archéologiques montrent que l'expansion anglo-saxonne en Grande-Bretagne a brièvement ralenti vers 500 à 550 de notre ère, ce qui soutient l'idée d'une victoire britannique à Badon. L'historien John Davis a noté que cela était consistant avec la prétendue victoire d'Arthur. De plus, les moines de l'abbaye de Glattonbury avaient affirmé avoir trouvé la tombe d'Arthur vers 1180, bien que cela soit largement considéré avec scepticisme. Les Annales cambriées mentionnent également Arthur, l'associant à la bataille de Badon, datée d'environ 516 et 518, et à la bataille de Camblan, où lui et Mordred seraient morts, vers 537-539. Bien que ces références semblent soutenir des récits antérieurs, des recherches récentes indiquent que les annales ont été compilées au Xe siècle à partir de matériaux antérieurs, et il n'est pas clair quand les entrées arthuriennes ont été ajoutées. En fait, la référence à Badon pourrait avoir été tirée directement de l'Historia Brittonum. En raison de la faiblesse et du caractère tardif des preuves, de nombreux historiens modernes excluent Arthur des discussions sérieuses sur la Grande-Bretagne subromaine. L'historien Thomas Charles Edwards a déclaré que s'il y a pu y avoir un Arthur historique, nous en savons actuellement trop peu pour dire quoi que ce soit de significatif. Cette prudence moderne contraste avec celle d'historiens plus anciens comme John Morris, qui a basé une grande partie de son livre de 1973, The Age of Arthur, sur le règne supposé d'Arthur, bien qu'il ait lui-même admis que les preuves étaient minces. En réponse à de tels efforts, un autre groupe d'universitaires soutient que Arthur n'a jamais été une figure historique. L'archéologue Noel Myers a critiqué l'attention portée à Arthur comme un gaspillage d'efforts académiques. Les sources contemporaines de l'époque, comme l'écrivain du VIe siècle Gildas, ne mentionnent pas Arthur, bien que Gildas mentionne la bataille de Badon. La chronique anglo-saxonne, l'histoire ecclésiastique de Bède et d'autres textes clés anciens ne parviennent pas non plus à nommer Arthur, attribuant souvent le leadership britannique à Badon à Ambrosius Aurelianus à la place. Certains chercheurs suggèrent que Arthur a commencé comme une figure mythologique ou un héros populaire, auquel des actes historiques ont ensuite été attribués. Des parallèles sont établis avec des figures comme Hengist et Horsa, qui ont pu commencer comme des dieux ou des symboles avant de devenir des personnages historiques. Notamment, Arthur n'est pas appelé roi dans les premiers textes, mais c'est désigné comme Dux Bellorum, chef de guerre, ou simplement soldat. Une théorie moderne, proposée par Andrew Breeze, suggère que Arthur était un véritable chef, qui a combattu dans le nord de la Grande-Bretagne et est mort pendant les événements météorologiques extrêmes de 535-536 de notre ère. Cependant, cette théorie est controversée et a été contestée pour s'appuyer trop sur des similitudes de noms de places. L'universitaire Nicholas Seagham met également en garde contre la séparation des batailles d'Arthur dans l'Historia Brittonum du contexte anglo-saxon, car le texte original ne soutient pas cette distinction. Au fil des années, diverses figures historiques ont été proposées comme le véritable Arthur, comme l'officier romain Lucius Arthurius Castus, le souverain britannique Riotamus, et des rois comme Ambrosius Aurelianus et Owen Dangwin. Pourtant, aucune preuve claire n'a confirmé aucune de ces identifications. Comme mentionné précédemment, certains croient encore qu'il fera un retour héroïque. N'oubliez pas de vous abonner pour des explorations plus approfondies des mythes et légendes qui continuent de nous fasciner. Une des parties les plus fascinantes de la légende arthurienne est l'idée que le roi Arthur n'est jamais vraiment mort. En fait, il est toujours là. Ce roi antique repose quelque part, attendant le jour où la Grande-Bretagne aura vraiment besoin de lui à nouveau. C'est le genre de mythe bien sûr, mais c'est aussi le genre de récit héroïque et plein d'espoir que les gens, au travers des siècles, n'ont pas pu laisser s'éteindre. Parlons de l'origine de cette légende du retour d'Arthur, de son évolution et de la raison pour laquelle elle détient encore tant de pouvoir aujourd'hui. Alors, tout d'abord,
D'où vient cette histoire de Arthur reviendra? Eh bien, beaucoup de choses remontent aux textes et chroniqueurs médiévaux. Geoffroy de Monmouth, un clerc du XIIe siècle et une des figures clés dans la transformation d'Arthur en légende nationale, est souvent crédité de la fameuse phrase « Rex quandam, rex que futurus », le roi d'autrefois et le roi du moment à venir. Cette idée a persisté. Dans l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy, Arthur ne meurt pas réellement après sa bataille finale à Camblanne. Au lieu de cela, il est emmené à l'île mystique d'Avalon pour y être soigné de ses blessures. C'est resté délibérément ambigu. Et cette ambiguïté a donné naissance à un mythe. Arthur n'est pas mort, il est juste endormi. Il attend. Versions ultérieures de l'histoire ont profondi cette idée. Dans certaines, il est caché dans Avalon, une sorte de pays des fées britannique. Dans d'autres, il est plus comme un héros endormi, enterré bu sous une montagne ou une colline, prêt à se lever quand la Bretagne fera face à son heure la plus d'ombre. Vous voyez des variations de cela dans le folklore, non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi dans d'autres cultures. Nous y reviendrons un peu plus tard. Pour comprendre pourquoi les gens se sont attachés à l'idée du retour d'Arthur, il faut regarder le contexte historique. La Grande-Bretagne médiévale était pleine d'incertitudes, des plaies, des guerres, des invasions. L'idée d'un roi parfait revenant pour remettre les choses en ordre était assez attrayante, surtout quand les dirigeants actuels étaient, bien, moins qu'inspirants. Arthur, au moins, dans la légende, représentait l'idéal. Il était brave, juste, sage et noble. Son royaume, Camelot, était considéré comme une sorte d'âge d'or, une utopie où l'équité et la chevalerie régnaient. Donc, quand les choses tournaient mal dans le monde royal, les gens commençaient à murmurer « Peut-être qu'Arthur reviendra, peut-être qu'il arrangera ça ». Ça devint même plus qu'une histoire, c'était de l'espoir. Certaines légendes galloises disaient même qu'Arthur reviendrait spécifiquement pour vaincre les Saxons, qui, dans l'histoire britannique ancienne, étaient considérés comme des invaseurs. Au fil du temps, et à mesure qu'Angleterre faisait face à différentes menaces, la prophétie s'est adaptée. Le retour d'Arthur est devenu une sorte de rêve national flexible, prêt à être utilisé chaque fois que nécessaire. Il est à noter qu'Arthur n'est pas la seule figure légendaire dont on dit qu'il dort sous une montagne. Cette idée, dans Héros qui n'est pas mort mais qui attend, apparaît dans beaucoup d'autres cultures. C'est le motif du roi dans la montagne. Prenez par exemple Frédéric Barberousse en Allemagne. Il est censé dormir sous la montagne de Kifarson, prêt à se réveiller quand l'Allemagne aura besoin de lui. Il y a aussi l'histoire de Charlemagne s'endormant dans une grotte cachée. Même dans la légende portugaise, il y a un conte similaire. Ces légendes servent tout un but similaire. Elles ne concernent pas vraiment le retour littéral d'un monarque mort, elles concernent le désir de justice, de restauration, d'une meilleure époque. Elles sont une sorte de filet de sécurité symbolique. Ne vous inquiétez pas, disent-elles. Quelqu'un de bien est toujours là et il reviendra quand nous en aurons le plus besoin. Arthur se trouve juste être l'une des versions les plus célèbres de cette histoire. Maintenant, parlons un instant d'Avalon, car c'est important pour le mythe du retour. Avalon est cette île mystérieuse où Arthur est emmené après sa dernière bataille. Elle est souvent décrite comme une sorte de paradis, luxuriante, paisible, peut-être même un peu magique. Certains pensent qu'Avalon a été inspiré par d'autres mondes celtiques, comme Annwn, qui étaient des lieux où le temps ne fonctionnait pas de la même manière. Dans ces lieux, les gens pouvaient vivre éternellement, épargnés par le monde des mortels. Cela expliquerait comment Arthur pourrait être vieux de plusieurs siècles et revenir toujours frais et dispos. D'autres ont essayé de lier Avalon à des lieux réels. Glastonbury en Angleterre, par exemple, a longtemps prétendu être Avalon, allant même jusqu'à affirmer avoir trouvé la tombe d'Arthur, bien que cela ait probablement plus à voir avec l'attraction des pèlerins et des touristes. Pourtant, l'idée a persisté. S'il y avait un vrai Avalon, peut-être que le retour d'Arthur n'était pas seulement un rêve. Et si Arthur existe à l'époque moderne, comment le représenterait-on ? On pourrait penser qu'au XXIe siècle, l'idée d'un roi mort qui revient semblerait un peu ridicule. Pourtant, la légende d'Arthur n'a pas disparu, elle a simplement évolué. Écrivains, poètes et cinéastes ont tous tenté leur chance avec le mythe d'Arthur. The Once and Future King de T.H. White joue directement avec l'idée du retour d'Arthur, explorant son caractère de manière profondément humaine et émotionnelle. La comédie musicale Camelot, particulièrement populaire dans les années 60, s'est appuyée sur le rêve d'Arthur en tant que symbole de paix et d'idéalisme. Même l'administration Kennedy dans les États-Unis a parfois été appelée Camelot, raison de cette association avec une ère meilleure et plus noble. Et n'oublions pas la culture populaire. Les légendes arthuriennes ont trouvé leur chemin dans tous des romans fantastiques aux jeux vidéo. Même lorsque l'idée d'Arthur lui-même n'est pas centrale, le concept d'un héros revenant pour sauver la situation, blessé mais pas vaincu, longtemps attendu mais finalement triomphant, est omniprésent. Au fond, la légende du retour d'Arthur ne porte pas vraiment sur son retour ou non.
Elle porte sur le besoin humain de croire à un avenir meilleur. Elle porte sur la justice et la rédemption, et l'idée que même lorsque tout semble perdu, il y a encore de l'espoir. Arthur n'est pas seulement un personnage, il est un symbole. Quand nous disons « le roi d'autrefois et le roi à venir », nous parlons vraiment de la conviction que quelque chose de bon, quelque chose de pur, peut revenir et arranger les choses. C'est puissant. Et c'est peut-être pourquoi, après tous ces siècles, nous continuons de raconter son histoire. Peut-être qu'un jour, quand les choses iront très mal, quelqu'un regardera à travers un champ brumeux et jurera avoir vu une silhouette en armure, l'épée dans la main, prête à revenir. Une des raisons pour lesquelles Arthur ne cesse d'apparaître dans la culture pop est que son histoire est fondamentalement le modèle de tous les grands contes fantastiques. Vous avez un élu, Arthur, un mentor magique, Merlin, une équipe fidèle, les Chevaliers de la Table Ronde, un amour interdit, Lancelot et Guenièvre, et un objet puissant que tout le monde veut, Excalibur. Cela vous semble familier? Ce n'est pas si différent de Harry Potter, de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux. En fait, beaucoup de ces histoires empruntent des éléments à la légende arthurienne. L'idée d'un Camelot caché qui se lève pour diriger un royaume brisé, c'est tout droit dû sortir du répertoire d'Arthur. Même l'histoire de l'épée dans la pierre est devenue un symbole iconique du destin et du leadership. Les films se sont régalés du mythe d'Arthur. Il y a des approches sérieuses comme Excalibur, 1981, qui penchent vers les ambiances épiques et mystiques, et des réinterprétations plus récentes comme King Arthur, Legend of the Sword, en 2017, qui a transformé l'histoire dans un film d'action gritty, avec beaucoup de combats à l'épée au ralenti. Puis il y a les parodies comme Monty Python and the Holy Grail, qui se sont moqués de tout en devenant tout aussi iconiques. Même Disney s'est ami avec The Sword in the Stone, 1963, qui a introduit une génération d'enfants au jeune Arthur, ou Moustique, et à ses leçons magiques, avec Merlin. Ces adaptations vont du loufoque au sombre et tout ce qu'il y a entre les deux, prouvant à quel point la légende arthurienne est flexible. Les séries télévisées ont également embrassé le monde de Camelot, souvent avec une touche d'originalité. Merlin, de la BBC, a transformé le conte classique dans un body drama, avec Merlin comme jeune morcier essayant de protéger Arthur tout en cachant ses pouvoirs. Cela a rendu l'histoire plus accessible et lui a donné une ambiance de passage à l'adolescence à laquelle les jeunes publics pouvaient se connecter. C'est une des choses géniales de la légende. Il ne s'agit plus seulement d'Arthur. Les écrivains et les créateurs se penchent sur les personnages secondaires, les femmes, les méchants et même les créatures magiques, donnant tout l'univers plus de profondeur et de diversité. En littérature, le roi Arthur a été réinventé encore et encore. The Once and Future King de T.H. White est probablement l'une des réécritures les plus célèbres, dépeignant Arthur comme un héros tragique qui essaie de faire ce qui est juste mais ne peut échapper au destin. Ensuite, il y a The Mists of Avalon de Marion Zimmer Bradley qui raconte l'histoire du point de vue des femmes de la vie d'Arthur, comme Morgane le Fay et Guenièvre, et explore la tension entre les anciennes croyances païennes et le christianisme naissant. Des auteurs modernes comme Bernard Cornwell et Kazuo Ishiguro ont également apporté leur touche au conte, montrant que l'histoire d'Arthur n'est pas seulement pour le passé, c'est une lentille à travers laquelle nous pouvons explorer des thèmes modernes comme l'identité, la loyauté, le leadership et la moralité. Et n'oublions pas les jeux vidéo, où la légende arthurienne a eu un impact sérieux. Des jeux comme King Arthur Knight's Tale ou Pendragon transforment le mythe en aventure stratégique et immersive. Pendant ce temps, dans des jeux comme Fate Grand Order, les personnages sont complètement réimaginés, comme transformer le roi Arthur en une puissante guerrière. Cela peut sembler étrange, mais cela fonctionne, car la légende est si adaptable. Les joueurs adorent se glisser dans ces rôles légendaires, manière Excalibur, ou faire des choix qui façonnent le destin de Camelot. L'interactivité des jeux ajoute une nouvelle couche à l'histoire. Vous ne la regardez pas ou ne la lisez pas, vous la vivez. La raison pour laquelle le roi Arthur continue de prospérer dans la culture pop est que la légende est intemporelle et adaptable. Chaque génération trouve quelque chose de nouveau à quoi se connecter. Peut-être est-ce l'idée d'un héros qui se lève dans les moments difficiles, ou la lutte pour atteindre des idéaux impossibles. Peut-être est-ce le drame d'un amour interdit, ou le frisson de la poursuite d'une quête magique. Ou peut-être est-ce simplement le facteur cool des chevaliers en armure et des épées enchantées. Quoi qu'il en soit, l'histoire d'Arthur continue d'être racontée, réinventée et repensée, parce qu'elle nous parle toujours, même après tous ces siècles. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes et de théories qui pourraient changer notre perception de l'histoire. Le roi Arthur est peut-être une figure d'une légende ancienne, mais son histoire résonne encore fortement à travers la culture moderne. Depuis le milieu du XXe siècle, la romance arthurienne a été réimaginée d'innombrables façons à travers les romans, la scène, l'écran et même les organisations de jeunesse. Ces versions modernes ne se contentent pas de répéter les contes médiévaux,
Elle les remodèle souvent pour refléter des valeurs contemporaines comme le féminisme, la démocratie ou l'identité nationale. L'une des réinterprétations littéraires les plus connues est The Once and Future King de T.H. White, qui dépeint Arthur comme une figure réfléchie et tragique, et a inspiré à la fois La Sorte de la Pierre de Disney et la comédie musicale de Broadway Camelot. La comédie musicale, qui se concentre sur le triangle amoureux entre Arthur, Guenièvre et Lancelot, a ensuite été adaptée en film en 1967. À peu près à cette même époque, des auteurs comme Mary Stewart et Marion Zimmer Bradley ont ajouté une nouvelle profondeur à la narration arthurienne. The Crystal Cave et ses suites de Stewart ont mis en lumière Merlin, racontant l'histoire de son point de vue. The Mist of Avalon de Bradley a adopté une approche féministe, déplaçant le centre d'intérêt vers les femmes du monde d'Arthur, en particulier Morgane, ou Morgan l'a fait, et Guenièvre, remettant en question les récits traditionnels centrés sur les hommes de la romance médiévale. Le monde d'Arthur a également été maintenu en vie grâce aux bandes dessinées et aux icônes de la culture pop. La bande dessinée Prince Valiant, publiée depuis 1937, a contribué à introduire les décors arthuriens à des générations de lecteurs. Des films comme Excalibur de John Boorman, Lancelot du Lac de Robert Bresson et même l'hilarant Monty Python et le Masseur ont chacun offert des approches différentes, certaines sérieuses, d'autres satiriques, à la tradition romanesque. Il est intéressant de noter que toutes les représentations modernes ne s'en tiennent pas au magique ou au mythique. Il y a aussi eu un grand effort pour traiter Arthur comme une figure historique réelle, peut-être un chef de guerre d'environ le 5e ou 6e siècle. Cette tendance a pris en ampleur pendant et après la Seconde Guerre mondiale, quand la résistance légendaire d'Arthur aux envahisseurs a résonné auprès du public britannique. Des pièces radiophoniques comme The Savers de Clemens Dane et The Long Sunset de Robert Sherriff ont imaginé Arthur comme un symbole de la résilience britannique face à des obstacles écrasants. Ces versions sont revenues à la tradition plus ancrée et chronique des premiers textes médiévaux comme la Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth. L'influence d'Arthur dépasse les livres et les films. Dans les années 30, l'ordre de la confrérie des chevaliers de la Table Ronde s'est fondé en Grande-Bretagne pour promouvoir les valeurs chrétiennes et la chevalerie inspirée par les idéaux arthuriens. Dans les États-Unis, des milliers de jeunes ont rejoint des clubs comme les Quiches du roi Arthur, où les valeurs d'Arthur étaient utilisées pour enseigner le leadership et le caractère moral. Ces adaptations modernes montrent comment Arthur est devenu plus qu'une légende. Il est devenu un symbole d'honneur, de courage et de l'idée d'une société juste. Aujourd'hui encore, le nom d'Arthur apparaît partout. Des noms de rues aux équipes sportives, des logos de marques aux références de la culture pop. Bien que la personne moyenne ne connaisse que quelques éléments de base, comme Excalibur, Camelot ou Merlin, ces fragments sont instantanément reconnaissables. Comme l'a dit un jour l'universitaire Norris G. Lacey, Arthur est profondément ancré dans la culture moderne à tous les niveaux. Le roi Arthur perdure non seulement pour ce qu'il était, mais pour ce que chaque génération voit en lui. Qu'il soit un roi tragique, un héros démocratique ou un guerrier magique, Arthur est constamment rené pour répondre aux besoins et aux rêves du présent. Êtes-vous aussi de ceux qui soutiennent la découverte des scientifiques? Laissez-nous votre avis dans la section commentaires dessous et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines explorations.